Alors, évidemment, faire de la retopo manuelle sur des mèches, c'est pas quelque chose de facile à faire, c'est limite décourageant en fait, parce que c'est quand même pas mal de travail, c'est un petit peu comme les UV en fait. Si on pouvait s'en passer, on le ferait. Et justement, ZBrush, depuis quelques années, a développé une fonctionnalité qui s'appelle ZRemesher et qui justement essaye d'automatiser la quadification, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là, d'un mesh. Je vais vous montrer rapidement donc comment il fonctionne, ou du moins rapidement, on va prendre quelques minutes quand même. Et je vais vous montrer dans ce cas très spécifique d'un visage que quand l'objet est complexe, c'est vraiment pas évident d'avoir un bon résultat, on va peut-être même pas réussir à avoir un bon résultat. Par contre, quand c'est des objets beaucoup plus simples, et je vais vous le montrer, un petit exemple, ça fonctionne bien en fait, ZRemesher. Mais donc, pour un visage comme ça, on va regarder déjà par défaut ce qu'il est capable de nous faire ZRemesher. Donc ZRemesher, c'est dans géométrie ici, ZRemesher là. Je vais laisser les valeurs par défaut. Je vais m'assurer aussi que ma symétrie est bien activée. Je vais aller dans ce tool aussi, là. Donc là, c'est mon Dynamesh. Hein. J'ai un mesh vraiment très très dense et avec des triangles et puis des quads. Donc je vais le dupliquer, parce qu'après on va comme regarder les différences entre chaque. Et je vais simplement cliquer sur ZRemesher, sans plus. Donc avec toutes les valeurs par défaut. Donc pendant les quelques secondes ici, là, je vous explique un petit peu ce qui se passe. Donc il va analyser 1 500 000 vertex ici, et comme j'ai activé la symétrie, il va juste faire la moitié, et ensuite il va la dupliquer. Donc on va avoir quelque chose au centre qui va être parfaitement droit. Voilà, alors, voilà ce qui nous fait par défaut ZRemesher. Alors, c'est bien, c'est en quad. Évidemment, on a juste 9600 vertex là. Mais ça, au pire, on pourrait très bien subdiviser et ensuite faire une projection. Mais on voit que ici, les edge loops sont pas extraordinaires. Là, ils sont comme un peu entremêlés les uns avec les autres. Là, d'ailleurs, souvent, il va nous faire un effet de spirale, hein, ZRemesher. Je sais pas si vous voyez, mais on ne sait pas trop là si vraiment les lignes sont égales. Pour l'animation, là, c'est pas le meilleur outil ZRemesher, sauf si on l'aide un petit peu. Alors, on va essayer de l'aider un petit peu. Alors déjà, on va renommer celui-là. On va juste l'appeler ZRemesher. Voilà, comme ça. On va le dupliquer, donc celui d'en haut ici, on va le dupliquer encore une fois. Je vais le mettre ici en bas. Et je vais essayer de l'aider un petit peu plus en créant des polygroupes à partir de masques. Donc je vais mettre en BST, comme ça. Je vais créer des polygroupes, je vais créer des masques, et ensuite je vais lui demander de me faire des polygroupes à partir des masques. Donc je vais créer un masque ici, comme ça. Je vais créer un masque, je vais créer un masque ici. Voilà. Et je vais créer un masque au niveau de l'oreille ici. D'ailleurs, je vais peut-être même le faire avec le lasso, ça va être plus simple. Pardon, lasso. Je vais donc créer un masque ici. Non, c'est pas terrible. Hein. Ah zut, avec la perspective activée, c'est moins bon non plus. Hein. Voilà. Ok, et là maintenant, on va regarder, on va enlever le line, on va juste garder le polygroupe, puis là vous voyez, c'est le même polygroupe, je vais appuyer sur CTRL W, et là maintenant il m'a créé des polygroupes à partir de mes masques. Et en même temps il m'a enlevé mon masque. Donc là maintenant je vais aller dans géométrie ici, le ZRemesher, je vais appuyer sur Keep Group, je vais laisser les autres informations par défaut, les autres valeurs par défaut. Et on lance ZRemesher. Et on va regarder la différence entre lui et celui d'avant. Ok. Alors, je vais le renommer ici avant d'oublier. Ici, on va polygroupe. Voilà. Alors, si on regarde un peu la géométrie de plus près, on va activer le line pour bien voir ce qui se passe. Donc on a des edge loops, presque.
parce qu'à certains moments, il n'arrive même pas à les fermer. Ici, par contre, on a des edge loops. Il se casse assez rapidement, là. On a quand même un mesh qui pourrait éventuellement être envoyé dans 3ds Max ou dans Maya pour le réparer, pour le retravailler. Éventuellement. Ok, c'est pas l'idéal, là, mais il y a des choses intéressantes là, qui se passent quand même. On a un meilleur contrôle. Maintenant, on va faire une autre technique. Je vais dupliquer encore celui-là ici. Je vais l'amener tout en bas. Voilà. On va désactiver ça. Et maintenant, je vais aller chercher la broche qui s'appelle topologie. Donc, PTO de mémoire, c'est ça. Et je vais tracer des lignes. Alors, je vais faire à peu près la même chose que j'ai fait tout à l'heure avec... moi, c'est quasiment la même chose qu'avec les masques. Mais des fois, le résultat est bien meilleur. Alors, je vais faire donc une ligne ici. Voilà. Je vais faire... Donc, c'est encore une fois, hein, j'essaie de dire à ZShare où est-ce que je veux mes edge loops. Voilà. Je vais essayer de le dire aussi, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose ici au niveau de l'oreille. Donc on n'est pas obligé hein, de faire des éléments comme ça, des cercles, hein, je pourrais très bien dire, je veux ça ici, on peut le faire là, juste pour test. Là. Voilà, pardon. Je pourrais aller dire, je veux aussi un edge loop ici, puis ensuite on le laisse imaginer, on le laisse calculer ce que ça va être. Donc je vais aller maintenant encore une fois dans géométrie ici, ZShare, mais là par contre je vais changer une valeur, c'est le curve ici. 50%, ça veut dire qu'il va essayer seulement à 50%, du moins, de respecter les lignes que je lui demande. Et là, ce que je veux, c'est qu'il les respecte à 50%. Donc, on va voir maintenant ce qui va nous faire comme résultat. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Intéressant. Au niveau ici, là, les edge loops sont un peu mieux. Ça mériterait quelques corrections, là, mais c'est moins pire. Ici, c'est atroce. Ça fonctionne absolument pas. On a une concentration ici géométrique qui n'est pas formidable non plus. On a des étirements ici. Non, ça fonctionne pas. C'est un petit peu pour prouver mon point en fait que avec des objets complexes comme un visage, la rotopo manuelle, c'est quasiment, j'ai pas envie de dire une obligation là, mais il y en a hein, qui vont vous montrer sur YouTube ou autre, là, ils vont vous montrer des techniques un peu plus avancées. Ils vont essayer d'aller encore plus loin au niveau des polygroupes, au niveau des lignes, etc. Mais le problème c'est que ça va dépendre à chaque fois de votre modèle. Et même de la ligne que vous allez placer ou du polygroupe, là il suffit d'avoir un polygroupe un peu trop gros, un peu trop petit, une ligne pas placée à la bonne place, etc. Et ça fonctionnera juste pas, et le résultat, ben voilà, c'est un bouton magique, hein, donc c'est une fois sur 10 peut-être que le résultat va être intéressant, et encore, je suis gentil. Imaginez le temps que j'ai passé là, j'aurais pu le passer sur une rotopo, et j'aurais peut-être presque déjà terminé, en fait, pour un visage. Généralement, ça me prend 10-15 minutes pour faire une tête. Donc, vous voyez, c'est pas... c'est intéressant quand même, hein, je veux dire, si on regarde maintenant, on va aller dans Rename ici, puis je vais appeler ça Line. Donc, si on regarde, je suis en solo, donc si je regarde au départ donc mon Dynamesh, si j'ai fait un ZShare de base, on va enlever le field, voilà ce que ça m'a donné, donc on avait quand même des effets pas extraordinaires, là, les edge loops là sont absolument pas contrôlés. Si on regarde avec les polygroupes ici, ben, on essaie de contrôler un peu mieux, mais le résultat n'est pas encore là, surtout si on regarde cette zone-là, si on regarde le ZShare de base, il s'en est mieux sorti en fait ici. Par contre ici on a des edge loops, donc d'un côté c'est bien, de l'autre ça l'est moins. Si on regarde ici les lines, ben, ici on a des bons edge loops, mais encore une fois cette partie là n'a pas été vraiment bien structurée. Donc bref, c'est pas vraiment évident. Alors, si on regarde maintenant un petit peu plus en détail les valeurs que vous avez ici, donc keep group on l'a vu, les autres ici vous pouvez tenter, mais bon, ça va pas toujours vous faire un super bon résultat. Celui qui est vraiment intéressant, c'est le keep group. On va le voir un petit peu plus dans quelques secondes en fait, avec un autre objet qui est beaucoup plus simple et qui va fonctionner. Ce qui est intéressant quand même, c'est cette valeur-là, qui est le adaptive size. En fait, lui, c'est si par exemple je mettais
ça à 100, il va adapter les quads pour que les quads soient pas forcément de la forme d'un carré. Donc, si il faut, selon lui, étirer un quad pour qu'il ressemble plus à un trapèze ou autre, pour assurer une bonne structure, il va le faire. Par contre, je peux très bien lui dire, je veux pas que ça soit adaptif, et je veux absolument que mes quads ressemblent à des carrés, soit le plus carré possible, en fait, en termes de forme. Et donc là, on peut lui dire 0, et là, le résultat va être complètement différent. Par exemple, des étirements qu'on a ici, peut-être qu'il ne me les ferait pas, en fait, dans ce cas de figure-là. Évidemment, on se retrouve avec plusieurs valeurs avec lesquelles il faut jouer, et là, bah, le résultat, encore une fois, là, c'est un peu la loterie. Alors, maintenant, je peux vous montrer un résultat qui fonctionne un petit peu mieux, c'est quand on a des objets simples comme celui-là. Alors, je vais changer la... Pardon, draw. Ici, je vais changer un petit peu pour mieux voir. Voilà. Donc, j'ai un personnage ici. On va changer aussi le shader. Voilà. Et ici, j'ai un élément en Dynamesh. Ici, j'ai les jambes en fait, de la tortue en Dynamesh. Donc, ce que je vais faire, je vais dupliquer. Je vais me mettre en mode solo. Et là, je vais enlever la perspective pour bien voir mon objet. Et là, on voit bien en fait que je pourrais établir un polygroupe ici, je pourrais établir un polygroupe ici. Donc, je vais faire Shift Control et je vais aller chercher le Slice Rec. Le slice, en fait, ce qu'il va faire, puis il faut que je le fasse sur l'ensemble en fait de mon objet, il va comme slicer mon objet et il va me générer un polygroupe en dessous, ici. Il n'y en avait pas avant, il y en avait un. Puis, avant ça, j'en avais aussi à cet endroit-là, donc, parce que je l'avais slicé aussi. Donc, en ce moment, ce que j'ai, c'est que j'ai un polygroupe ici, un là, et un autre en bas. Là, c'est beaucoup plus facile, parce que là, la forme, elle est quand même beaucoup plus simple. Donc, si je vais dans ZRemesher, je vais activer le Keep Group ici, puis je vais aussi vous parler de ce qui se passe là. Donc, je m'assure déjà d'être en symétrie. Voilà. Alors, si par exemple je mets, on va dire 2, bah, il va me faire 2000 faces. Donc, quand on met 2 ici, c'est 2000. Si je mettais 1, ce serait 1000. Si je mettais 10, ce serait 10 000 faces. Donc, 2 ici, c'est pour dire je veux 2000 faces. Et comme il va me faire une symétrie, en tout et pour tout, je vais avoir à peu près 4000 faces ou 4000 vertex. Je ne sais plus trop comment il fonctionne réellement à ce niveau-là, au niveau des unités. Donc là, on va lancer le ZRemesher. Voilà. Alors le résultat, vous voyez, beaucoup plus simple, beaucoup mieux en fait. Le seul désavantage, bon, c'est un petit peu ce qui se passe ici, là, il y a un effet de spirale, etc. Mais c'est pas trop grave parce qu'on les voit pas, c'est quelque chose qui va être bien caché. Donc, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'avoir des edge loops ici. Donc tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de venir ici avec mon subtool. Je vais réactiver, je vais faire un solo, je vais enlever tout, je vais juste garder mon Dynamesh. Donc à combien il est lui? Il est à 200 000. Je vais ici, je vais faire CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D. Là je suis à 251 000, donc c'est suffisant. Et là maintenant je vais aller sur Project. Et je vais donc projeter les informations du Dynamesh sur... Et il me demande, est-ce que tu veux aussi les informations de couleur? Donc je dis oui. Et voilà, c'est terminé. On vérifie qu'il n'y a pas d'artefact. Il n'y en a pas. Et là maintenant, Shift D, voilà, j'ai ce qu'il me faut. Donc je peux maintenant supprimer mon Dynamesh. Et je suis en business. Voilà. Donc, quand on veut utiliser ZRemesher, il va bien fonctionner sur des objets qui sont relativement simples. Mais par contre, si on regarde ici cet objet-là, pardon, voilà, et lui c'est une rotopo manuelle, même chose ici pour le devant, donc je pourrais même vous montrer tout ça en all low. Voilà, donc pratiquement là, tout a été fait en rotopo manuel, à part cette partie-là, à part les jambes en fait. Dans le cas où vous souhaitez faire une retopo manuelle, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça
dans ZBrush, ou du moins entre ZBrush et Maya, parce que selon moi, Maya est quand même un des meilleurs outils pour refaire la retopo. Il y en a d'autres, hein, il y a TopoGun, il y a 3D Code, etc. Mais bon, j'ai la licence Maya, et puis généralement les gens vont le faire dans Maya. Donc, j'ai un modèle ici qui est en Dynamesh, et il fait 1 500 000 vertex. C'est un peu gros, je pourrais évidemment hein, l'envoyer dans 3ds Max ou dans Maya, ou même encore Blender, mais c'est quand même un peu lourd, et je peux juste avoir une référence en fait. J'ai juste besoin d'une sorte de support en fait, pour faire mon mesh, ma retopo, j'ai pas besoin d'avoir 1 500 000. Ce que je peux faire donc, c'est aller dans ZPlugin ici, puis vous avez ce qu'on appelle Decimation Master, qui n'est plus ni moins qu'une sorte de Optimize en fait. Donc, je vais lui demander de faire un pre-process, parce qu'il faut d'abord lui demander d'analyser le fichier. Donc, il va analyser le fichier pour, je suppose, voir c'est quoi la manière pour lui de bien optimiser le modèle. Et ensuite, il va falloir retourner dans ZPlugin. Alors, on va le laisser terminer. Et ensuite, on va aller dans ZPlugin. Puis là, après, on va déterminer le pourcentage. Donc, moi, je vais lui demander 5% de 1 500 000. On va arriver à peu près, il me semble que c'est 70 000 vertex, un truc comme ça. Donc, on retourne, on laisse terminer. Voilà, on retourne ici. Puis là, maintenant, je vais lui demander 5%. C'est déjà fait. Et je vais lui demander Decimate Current. Et vous voyez, voilà, je suis à peu près à 70 000 vertex. Donc, ça, c'est ce que j'ai maintenant. Et si je reviens un petit peu en arrière ici dans l'historique, c'est ce que j'avais avant. Puis la différence, hein, on la voit quasiment pas. Il faudra vraiment faire un zoom là pour bien voir la différence. Et là, maintenant, je vais donc exporter cet objet-là. Mettre ça dans ce répertoire-là. Voilà. Maintenant, je vais switcher à Maya. Je vais faire un import. Je vais aller chercher le visage. Appuie sur F, voilà. Et là maintenant, je vais commencer ma retopo. Je vais enlever la grille. Alors, la première chose que vous devez faire dans Maya, c'est sélectionner votre objet et cliquer ensuite ici sur ce qui ressemble à un aimant, le dernier aimant à droite en fait, et ça va permettre de créer l'objet, on appelle ça Object Live. Et là maintenant, notre objet, on ne peut pas vraiment le sélectionner ici, on peut uniquement le sélectionner là. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va aimanter la nouvelle géométrie que je vais créer. Donc je vais ici aller chercher, je crois que c'est le Modeling Toolkit, pardon. Vous allez dans le Quadro ici et vous vous assurez d'avoir au moins la symétrie d'activer. Donc il se peut que ça soit en off ici, vous pouvez l'activer simplement en faisant Object X ici. Alors, et là maintenant, on va aller chercher les edge loops. Alors, les edge loops, vous avez besoin d'un edge loop ici. Vous avez besoin d'un edge loop qui va venir comme ça. Vous en avez besoin d'un autre ici. Ça, c'est ce qui est conventionnellement admis, en fait. On va en faire un autre ici. Je ne vais pas le faire au complet, hein. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait ça. Donc, rapidement, j'ai une petite vidéo après que je vais pouvoir vous passer. Donc, c'est assez simple. On va créer des quads. Donc, par défaut, en fait, on a le mode point qui est activé. Donc, je vais comme déterminer ici un quad. Et je vais faire la même chose ici. Je vais continuer comme ça. Et je garde ça quand même assez large. J'essaie pas de faire un truc super détaillé. Et là maintenant, en restant appuyé sur Shift, appuyé sur Shift, je vais être en mesure de créer mes quads. Donc là après je peux continuer. Donc là je fais vraiment mon edge loop. Et après je peux rester appuyé sur Shift et je reste appuyé sur le clic gauche de la souris et il va me générer automatiquement, si je lui laisse le temps, il va me générer automatiquement ma géométrie. Je peux faire la même chose ici. Donc là je me mets bien au centre, parce que là je suis en symétrie, donc si je me mets bien là au centre, il va me générer un seul point. Ah, vous voyez là il m'en fait deux, je suis pas bien au centre, encore une fois, voilà. Puis là je peux comme créer les quads que je veux faire ici. Je pense que vous avez compris un peu le principe. Ah, ça peut bien fonctionner. Alors quand ça marche pas bien, des fois, on peut l'aider un petit peu plus, là, comme, voilà. Puis ensuite, il a un système auto-weld ici, là, donc je vais comme venir et automatiquement, lock, ça devrait se placer dessus, peut-être pas. Alors, si ça le fait pas,
Shift Control pour supprimer. Voilà. Et je vais continuer. Voilà. Alors on voit ici par exemple, là je peux déjà connecter. Là je pourrais aussi, et je peux aussi faire autre chose, c'est-à-dire je peux continuer ici comme ça, et je peux imaginer déjà ce que ça pourrait être là, c'est-à-dire d'avoir un quad ici, et d'en avoir un autre ici. Puis je vais vous montrer tout à l'heure, il y a plusieurs cas de figure en fait, par rapport à comment aménager les quads entre eux. Alors ici c'est un peu la même chose, hein. Je vais continuer ici, parce que j'ai commencé. Je vais faire la même chose là. Je vais demander de me faire quelque chose qui va ressembler à ça. Voilà. Comme ça. Et après, ça me permet de continuer vers le bas ici. Et de continuer ici. De ce côté-là. Et évidemment, c'est pas celui-là que je voulais. Donc, Shift Control. Encore une fois. Voilà. Et là, en fait, je devrais faire aussi un système de edge loop ici, un peu trop proche ici, voilà. Allez. Alors il y a d'autres techniques aussi, on peut rester appuyé sur tabulation, prendre un edge et puis l'amener jusqu'ici, vous voyez. Et ensuite je peux appuyer sur CTRL pour créer un edge. Alors CTRL ça va me permettre plus tard de rajouter encore plus de edge loop. Donc ça veut bien dire qu'on n'a vraiment pas besoin, vous voyez, je pourrais très bien faire ça, à terme. Donc ça vaut pas la peine de faire quelque chose d'extrêmement dense au départ. Ce qu'il faut, c'est aller chercher une structure qui fonctionne bien. Et ensuite, on va laisser le système nous aider après. Là encore une fois. Ça n'a pas marché, donc là. Des fois, ça vaut pas la peine. Évidemment, encore une fois. Voilà. Des fois, il y a des petits bugs comme ça, donc on va éviter de trop se prendre la tête. Des fois, c'est plus simple de supprimer les choses. Bref. On pourrait faire ça pendant longtemps. Mais je veux juste vous montrer quelque chose de très intéressant aussi, c'est que vous pouvez en fait ensuite relaxer la géométrie. Voilà. Là maintenant, si j'appuie sur Shift, je vais relaxer la géométrie. Donc quand la géométrie sera complète, en fait, quand on aura beaucoup plus de géométrie, par exemple, là je vais continuer. Encore un petit peu, juste pour bien vous montrer tout ça. Voilà. Ensuite, là, si j'appuie sur Shift, alors ça se comporte différemment entre la géométrie intérieure et les bordures ici. Regardez, ici j'appuie sur la bordure, ça va être différent, le résultat va être différent. Ou du moins, il va juste travailler sur la bordure en fait. Regardez, ici, ou même là, regardez là. Là, il travaille plus sur la géométrie à l'intérieur. Par contre, là, si je fais un Shift là-dessus, ça va être juste à l'intérieur, mais il va pas toucher aux bordures. Bref, on peut faire ça pendant des heures et quelque part, je trouve du plaisir à le faire. Bref, donc quand vous allez faire une retopo, donc il faut vraiment s'assurer dans un premier temps d'aller faire les zones comme ici, là par exemple, ici, là. Commencez par ces zones-là. Ne faites pas ça n'importe comment. Allez d'abord chercher vos edge loops et ensuite c'est un jeu de connexion, c'est s'assurer comment est-ce que les choses vont pouvoir se connecter, et je vous assure qu'à un moment donné ou à un autre, on y arrive. C'est pas toujours évident, c'est sûr que, surtout quand on débute, là, c'est pas... Surtout, par exemple, quand vous allez fermer ici, là, vous risquez d'avoir des petits problèmes, donc là, il va falloir peut-être rajouter un edge loop pour avoir le compte, en fait, exact, et réussir à avoir des quads un petit peu partout. Évidemment, ici, on pourrait avoir un triangle ici, parce qu'il va y avoir un œil par-dessus, donc, quelque part, c'est pas trop grave. Même chose ici, on pourrait avoir un triangle à l'intérieur, ou même ici dans le coin ici. Ça arrive, j'en ai déjà vu qui mettaient des triangles à cet endroit. Alors, voilà à quoi ça ressemble quand c'est terminé. Et donc, quand vous avez terminé de faire la retopo, on va sortir du mode quad. On va s'assurer d'être en Object Mode, où on va sélectionner l'objet ici, File, Export Selection, Add Retopo. Voilà. Je vais retourner maintenant
dans ZBrush, je vais insérer un subtool, donc insert. Je vais ensuite faire import. Alors, où est-ce qu'il est? Ça va être ici. Voilà. Donc là maintenant, là je suis en mode solo, donc j'ai mes deux éléments l'un par-dessus l'autre, et tout ce qui me reste à faire, c'est donc ça je vous l'avais déjà montré un petit peu. Voilà. Je vais venir ici, je m'assure donc d'avoir mon objet, mon modèle rotopo ici sélectionné et l'autre de visible. Alors évitez de mettre par exemple les yeux, ou mettre les cheveux, ou mettre autre chose. Il faut juste que vous ayez vos deux éléments que vous voulez en fait récupérer les détails l'un sur l'autre. On va aller dans Project ici, on va mettre peut-être une valeur un petit peu plus grande, il me semble qu'il avait besoin d'un petit peu plus. Et je vais faire un Project All, on attend un petit peu. Je vérifie qu'il n'y a pas d'artefact. Souvent on va en avoir au niveau des oreilles, ou au niveau ici du nez, ou encore même de la bouche. Tout a l'air correct. Donc voilà. Voilà comment est-ce qu'on fait.